ça aide à débloquer les consciences, d'intégrer le middle management dans les chantiers. Il faut le faire du haut vers le bas de l'organisation. C'est d'abord le responsable de production, puis les chefs d'équipe. Si vous le faites dans l'ordre inverse, vous avez un risque que le responsable de production passe des messages improductifs vis-à-vis de ces gens. Donc là, toujours top-down. Il y a un peu aussi bottom-up, mais là, pour la formation, c'est top-down. Autre condition nécessaire mais pas suffisante, le former au lead pour lui donner une vision systémique. Lui montrer que tout ça, c'est un tout cohérent, qui est fait d'outils, qui est fait de principes, qui est fait d'une culture de management différente. C'est presque une philosophie sur certains aspects. Et il y a besoin de lui montrer un peu l'image globale pour qu'il soit capable de... pour débloquer les consciences. Là encore, une formation de quelques jours permet de lui donner les basiques et donc le mettre dans une perspective beaucoup plus d'accepter le changement qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous avez dit, madame, bien sûr, s'assurer qu'il a des objectifs en rapport avec le potentiel. Alors des objectifs de deux natures, des objectifs de résultat, améliorer le niveau de service de X à Y, réduire le délai du processus administratif de Y à Z, améliorer la productivité main-d'œuvre, temps alloué sur temps passé de je ne sais pas quoi, réduire le nombre d'anomalies qualité, que sais-je, mais aussi des objectifs de processus conduisant au résultat. Exemple d'objectif de processus, participer à tel et tel chantier, mettre en œuvre telle et telle démarche de résolution de problème. C'est une façon aussi de cadrer la démarche. Alors ensuite, une fois qu'il est mûr, qu'il est prêt à accepter tout ça, s'assurer que lui-même fixe des objectifs en rapport avec le potentiel. Et enfin, je crois qu'il faut quand même être pragmatique, s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon poste. J'ai un client chez qui les chefs d'équipe, un chef d'équipe sur les 2 ou 3, faisait du sabotage caractérisé, c'est-à-dire qu'en gros, il faisait de l'ironie face à ses troupes d'un certain nombre d'actions en ligne et de méthodes. Donc on peut le coacher, le former, mais au bout d'un moment, s'il persiste, il n'y a pas d'autre solution que de le changer de fonction et de le mettre à un endroit où ses compétences seront mieux valorisées. C'est pas la majorité, mais ça arrive aussi. Alors les ressources lean sont prises pour faire autre chose. Il y a le feu chez le client en qualité, tu veux bien aller faire la danse du ventre ? Mais patron, bon, d'accord patron. Alors que faire? Est-ce que vous avez des idées? Attends, juste une petite chose, je vais rajouter Philippe Babel, par rapport au point précédent, une chose clé quand même, c'est que le manager, le N+1 du middle management, si lui-même ne se montre par exemple, c'est-à-dire si lui-même n'applique pas un certain nombre de ses préceptes, et ça ne fonctionnera pas non plus parce qu'il faut qu'à un moment donné le manager fasse et démontre l'intérêt de cette action pour que le middle management suive. Eh oui, l'exemplarité. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense que le premier point référait à qu'il fallait convaincre le top management, mais je pense que généralement le top management est convaincu. Par contre, mon expérience personnelle, c'est que le top management doit montrer son support, son application, et là, il y a vraiment un problème. En tout cas, moi je l'ai vécu personnellement dans la société, je pense que c'est quelque chose qui est assez fréquent. Il y a de tout. Quand j'étais responsable de production dans les tracteurs agricoles, mon patron était directeur d'usine, une usine de 1000 personnes. Moi, je venais de Valeo, donc j'ai fait Valeo, puis après je suis allé dans les tracteurs agricoles. Il y avait à peu près 10 ans de retard entre les tracteurs agricoles et Valeo, en 96.
Évidemment, ayant vu Valeo, moi j'étais frais et sautillant, je voulais mettre en place tout ce qui était 5S, Poka-Yoke, Kanban, etc. Semaine, j'y croyais dur comme fer. Et donc je partageais ça avec mon patron qui me disait non, 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 le Lean c'est pour l'automobile. Et donc je me souviens avoir mis en place un Kanban entre la Grenailleuse et le Tour. Et j'ai amené mon patron face au Kanban et je lui ai dit voilà le premier Kanban de l'usine. Et quand j'ai vu sa tête, j'ai cru qu'il allait me tuer. Donc ils sont pas tous persuadés. J'ai un autre exemple, on a un client actuellement dans l'agroalimentaire où le message subliminal qui remonte du réseau Lean, c'est les patrons ont un discours politiquement correct, mais ils ne montrent pas par leur exemplarité, par leurs actes, par leur façon de manager, que le Lean c'est important pour eux et qu'ils veulent le mettre en place. Donc ça arrive, hein, je crois qu'il y a de tout. Et puis après, il y a le patron qui est convaincu, mais qui a du mal à convaincre la strate d'en dessous. Hein. Alors, donc là, on est typiquement dans le sujet. C'est bon là-dessus? On passe au suivant. Donc, patron, bon d'accord patron, je vais faire la danse du ventre qualité chez le client pour, entre guillemets, sauver les meubles. Vous avez connu ça? Qui a connu ça? Ouais, les mains se lèvent timidement, si quand même. Bon, ça va, c'est un fléau donc. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a des gens qui veulent peut-être le micro. Où est-ce qu'on met le micro? Ah oui, je vous laisse faire. Hein. C'est déchirant de faire des choix. On a une sensation de perte. Mais c'est la priorité aux priorités. Ou l'équipe partage les conséquences. Ah, d'autres expériences? Rappelez peut-être le nom de votre société. C'est pas une expérience qui me fait ça. Je pense que c'est une occasion d'utiliser les outils de Lean chez le client pour régler le problème et peut-être montrer que ça marche. Alors oui, ça c'est le côté positif de la chose. Le côté négatif, c'est que ça peut détourner les ressources des vraies priorités du site et retarder les actions primordiales à mener. Donc après, c'est toujours un sujet compliqué. D'autres expériences sur le sujet? Alors on va dérouler. Ça peut paraître idiot, mais n'empêche que un RH lambda, il peut parfois se demander, surtout s'il n'a pas eu d'expérience Lean avant, ou d'expérience dans un environnement Lean, il peut toujours se demander, mais alors l'homme Lean, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est sa définition de fonction? Donc c'est toujours mieux de l'avoir écrite. Au moins, ça clarifie les rôles et les responsabilités. La deuxième chose, c'est s'assurer que le top management, c'est le top management site ou le top management opération, s'il y a plusieurs sites, mais s'assurer que, en gros, le responsable hiérarchique de l'homme Lean a des objectifs ambitieux dont la vitesse d'amélioration nécessite de dédier ces hommes ou ces femmes Lean à plein temps. C'est sûr que s'il peut se permettre de mettre une personne pendant 3 mois sur un sujet connexe, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les objectifs. Là, c'est une question de priorité, mais l'idée, c'est d'avoir des objectifs ambitieux, parce que le potentiel est généralement là, pour pousser à ce que les gens soient dédiés. Il y a tellement à faire que si on veut s'y mettre et avoir des résultats rapides, il faut que les gens soient dédiés. Chaque fois qu'ils ne sont pas dédiés, ça traîne en longueur des années. Alors, quelque chose qui aide aussi, c'est avoir un plan de progrès usine qui liste les activités
à mener avec les gains en face. À partir du moment où la feuille de route est claire, où on dit il y a 10 chantiers à faire dans l'année, ça va rapporter ça en qualité, ça en niveau de service, ça en délai, et puis ça en productivité, mettons, les choses sont claires. Après, c'est le patron du site qui arbitre. Mais au moins, il sait ce qu'il a en portefeuille, et s'il veut y aller, il n'y a plus qu'à dérouler. Alors, on peut travailler avec, sans équipe lean, mais encore une fois, c'est une question de vitesse. Si on veut aller vite, il faut avoir des équipes dédiées sur le sujet. Donc, vitesse d'amélioration rime avec ressources plein temps. Dernier point, on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de Vallée au Sens, une fois que la démarche est relativement mûre dans le site, et ça c'est après plusieurs années, on peut imaginer faire monter en compétences d'autres personnes que l'équipe Lean pour animer des chantiers. Je pense aux chefs d'équipe, aux méthodes, à partir du moment où ils maîtrisent la méthode. Donc ça se fait de manière graduelle, en les faisant participer à plusieurs chantiers, ensuite en les coachant, pour s'assurer qu'il n'y a pas de déperdition sur la méthode. Question là-dessus? Ou réaction? Oui. Alors le micro, je l'ai perdu. Ah, il est là. Oui, personnellement, je suis un peu déçue quand même, parce que à partir du moment où on avait des experts lignes, effectivement, on a tendance à faire appel à eux dans les opérations de pompiers, parce que c'est maintenant qu'on a besoin d'un agent de pompiers. Bon, ça, c'est de la visibilité un peu plus long terme sur les natures. Mais là, le gars, s'il est en rouge, est-ce que c'est pompier? Alors, donc le piège reste un peu entier quand même. Le problème, c'est quand on envoie l'équipe Lean faire le pompier, généralement c'est des pompiers de luxe, hein, ils savent très bien faire, ils sont toujours reconnus, et tout le monde les adore, on se les fait même piquer sur des postes opérationnels ensuite, bon, ce qui est la vie. Mais quand ils sont là juste pour éteindre des feux et qu'ils ne déroulent pas un plan de progrès usine, qu'est-ce qui va rester s'ils ne sont plus là un jour? Est-ce qu'ils auront amélioré durablement la performance? Ou alors est-ce qu'ils auront juste fait un coup pour éteindre le feu? Donc le sujet, il est là. Le déploiement d'une transformation Lean, c'est l'amélioration durable de la performance année après année sur des 5, 10, 15, 20, 30 ans, d'accord, avec des résultats à 6 mois. Mais quand ils font la danse du ventre chez le client, ok, le client il va peut-être être rassuré. La question derrière, c'est qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait pour que le problème ne réarrive pas? Donc oui, si on les... Alors, ils ont le casque chromé, la combinaison rouge, mais après ils l'enlèvent et ils commencent à travailler sur les actions de fond. Alors les syndicats s'opposent au changement. Halte la camarade, pas de ligne chez nous. Que faire? Oui. Alors, si on peut juste passer le micro. Je crois que c'est important de les faire participer aux formations. Oui. Et puis quand on fait un chantier, il faut toujours en intégrer. Absolument. Très bien. Autre expérience? Monsieur? Effectivement, nous, dans notre cas, enfin, dans notre société, il y a vraiment des... Quelle société? C'est IPA Pharma. D'accord. Donc, Quel secteur, juste pour que tout le monde sache? pharmaceutique. Pharmaceutique. Ouais. Donc, des relations conflictuelles très très fortes entre le patronat et donc, la base. Et bon, ce qu'on a fait lors du premier chantier, on a inclus un membre du CE. Donc ce qu'on a fait également, c'est qu'on a communiqué donc, avec le CE. On a essayé de montrer les avantages du Lean, ce que ça pouvait apporter. Donc, parce que très souvent, les syndicats associent un accroissement de la productivité avec une réduction de la main-d'œuvre. Oui. Donc j'avais un petit film un peu comme celui que vous montrez où les gens expliquent que non, en fait, on est plus productif, mais on travaille moins, on produit plus.
Donc on peut dédier son temps à d'autres tâches, donc vraiment avec des exemples similaires. On a également implémenté une